Je pense que les... OK, ça s'est calmé. Donc, on va démarrer l'épisode. Alors, je lance l'enregistrement. Alors, bonjour, Thomas Daquin-Tabi, Koumavok. Je suis contente de t'avoir avec nous pour un troisième épisode d'Autour du traducteur. On avait besoin d'approfondir certaines choses. Euh, et puis, aujourd'hui, on va confronter, Thomas, nos deux approches pour d'entrée de jeu. Parce que toi, tu pars nos deux approches pour ceux et celles qui nous connaissent, qui me connaissent pas ou qui me découvrent. J'ai fait un doctorat avec l'approche j'ai utilisé l'approche neuropsychologique. Et c'est pour ça que l'approche de Thomas m'intéresse tellement parce que à l'époque où je l'ai fait, on remonte dans les années 90, et Thomas va le confirmer, la sémantique était et est toujours la parente pauvre en traduction. Alors, quand j'ai fait l'analyse de mes données, j'avais pas d'approche sémantique assez solide pour analyser les protocoles. Je travaillais sur des interprètes en simultané. Et j'avais les protocoles, mais j'avais pas d'approche. Alors, je me suis tournée vers la psychologie cognitive et le côté neurologique aussi, comment ça se passe dans le cerveau. Et quand j'ai vu le livre de Thomas, ben là, c'est venu me chercher comme c'est venu chercher beaucoup de gens parmi nous parce qu'on voit que l'intérêt est là. Moi, mais on n'a pas tous, ça vient pas nous chercher tous de la même façon. Alors moi, c'est venu me chercher parce que je me suis dit, mon Dieu, mais ça ressemble à ce que j'ai fait, mais c'est pas la même chose. Et finalement, Thomas et moi, on s'est rendu compte que nos théories se complétaient mutuellement. Alors, Thomas, je vais te laisser expliquer la traduction idéale ou la traduction inférentielle. Premièrement, on va faire un petit peu de terminologie dans ta... Est-ce que c'est des synonymes, traduction idéale et traduction inférentielle? Oui, merci. Bonjour Sylvie et bonjour à tous à tous les participants à l'émission. Merci pour pour le temps que vous consacrez à nous suivre. La traduction inférentielle et la traduction idéale, vous demandez si les deux se combinent. C'est ça la question, je crois Non, bien. non, là, je reviens à ton approche. Il y a beaucoup de termes qui sont nouveaux pour nous, là. Alors, puis même les termes, s'ils sont pas nouveaux, la première chose à faire, tu le sais comme moi, Thomas, c'est de définir les concepts qu'on utilise dans notre approche. Alors, le mot idéal, premièrement, je ne le connaissais pas avant de te lire. Et inférentiel ou inférence, ça, je connaissais, je l'ai utilisé beaucoup, mais on n'a pas tout à fait la même notion d'inférence non plus. Euh, dans ton approche, quand tu parles de traduction idéale, c'est les concepts, c'est les idées, hein? C'est bien ça? Il faut comprendre que la théorie inférentielle s'appuie sur plusieurs disciplines sémantiques. Si je prends le cas de la sémantique des cadres de Fillmore, il est essentiel de comprendre que c'est l'idée qu'on traduit. C'est ça qu'il faut retenir. En termes simples, quand je parle de traduction idéale, ça veut dire que c'est l'idée qu'on traduit, ce ne sont pas les mots. Parce que l'énonciation, c'est la matérialisation des idées en discours. Il ne faut pas aborder le texte comme si c'était un mécanisme automatique. Il faut inscrire le texte dans la pratique sociale où ce texte provient, d'où ce texte provient, et comprendre que lorsqu'on fait l'analyse du discours, on s'intéresse, on s'appuie sur la structure énonciative, c'est-à-dire sur la surface énonciative, pour déduire le message. Et le message qu'on déduit, c'est l'idée parce que l'énonciation, c'est la conversion des idées en discours. Parce que dans l'esprit humain, le langage, si on s'appuie sur les travaux de Damouret et Édouard Pichon, le langage est le fruit de la pensée. Et la pensée, la seule manière d'extérioriser la pensée, c'est à travers le langage. Alors, le langage ou le discours, c'est la matérialisation de la pensée. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui fait que lorsqu'un traducteur aborde un texte, il ne doit pas se limiter
à la structure, il doit demander ce que le texte veut dire. Voilà pourquoi je parle de traduction idéale. Et pour arriver à la traduction idéale, il faut passer par l'inférence. Et pour passer par l'inférence, il faut s'appuyer sur des disciplines sémantiques comme la sémantique des cadres de Fillmore, pour ne citer que cet exemple. Et moi, je rajouterais dans mon approche celle de Kinch et Van Dyck, qui est en psychologie cognitive, 1978. Et puis, c'est repris, c'est la grammaire de cas de Fillmore qui a été un petit peu plus élaborée en psychologie cognitive. Alors, on trouve, dans ces deux approches-là qu'on évoque, toi et moi, là, c'est là qu'on se recoupe. On travaille qu'avec des concepts, pas de grammaire, juste des concepts et le lien entre les concepts, qui peut être le prédicat, ou l'objet, ou l'instrument, ou l'agent. La grammaire n'est pas là encore. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Il faut, pour mieux comprendre la sémantique des cadres, il faut un peu rentrer dans la genèse des travaux de Fillmore. En 1968, Fillmore produit un premier article intitulé A Suggestion for English Preposition. Et cet article va lui permettre de produire un autre article un peu plus long intitulé The Case for Case. Dans cet article, Fillmore se présente comme, il se présente comme un interprétativiste des structures profondes. Pourquoi? Parce que Fillmore s'est rendu compte que le générativisme de Chomsky avait des limites. Parce que Chomsky a voulu circonscrire le langage dans un cadre purement formel en faisant abstraction de l'extra-linguistique. Alors, Fillmore introduit The Case for Case pour démontrer que l'interprétation sémantique de la grammaire nécessite qu'on introduise un nouvel ordre de concepts qu'il appelle les cas de structure profonde. Voilà pourquoi il va élaborer, il va proposer des cas comme l'agentif, l'instrumental, le datif, le partitif. Alors, plus tard, il va se rendre compte que ces cas-là ne peuvent pas marcher parce qu'on ne peut pas les universaliser. Ça veut dire que lorsqu'on prend par exemple le cas agentif, l'agentif, c'est quoi? C'est le cas de l'agent. L'agent, c'est l'instigateur de l'action. Ça veut dire que si nous disons, par exemple, Jean a ouvert la porte, Jean est agent parce que c'est lui qui est l'instigateur de l'action. Mais si nous disons, la clé a ouvert la porte, en ce moment-là, on ne peut pas généraliser et dire que la clé est encore agent. La clé devient à ce moment-là le cas instrumental. Alors, Exactement. Fillmore va se rendre compte que on ne peut pas universaliser ces cas sur le plan empirique, ces cas-là ne marchent pas. Voilà pourquoi il va écrire quelques problèmes posés à la grammaire casuelle, c'est-à-dire some problem for case grammar. Et cet article est la porte d'entrée à la sémantique des cadres, où Fillmore va montrer que lorsqu'on parle de sémantique des cadres, en fait, c'est le verbe qui active les cadres. Et il active ces cadres de manière contextuelle, ce qui signifie que ce soit les rôles sémantiques, que ce soit les cas qui sont élaborés, tout ceci est contextuel. Mais ce qu'il faut retenir en gros de la grammaire de la théorie de Fillmore, c'est que la grammaire, Fillmore a en quelque sorte déplacé l'objectif, c'est-à-dire l'objet de l'analyse grammaticale, en montrant que on ne peut pas analyser la grammaire en se basant sur des notions classiques comme le sujet, l'objet et le complément. Il faut analyser la grammaire en tenant compte des cas de structure profonde. C'est pourquoi il parle de sémantique de sémantique de la syntaxe et il il se positionne comme un interprétativiste des structures profondes. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui fait que la grammaire, on ne peut pas dire que la grammaire, que nous ne sommes pas conceptuels, parce que vous ne pouvez pas étudier la grammaire en faisant abstraction de l'extra-linguistique comme a voulu le démontrer Chomsky. Là, on reste dans l'inéisme et dans le mentalisme, ce qui ne favorise pas de décoder le sens. Le sens, c'est une donnée qui s'appuie sur plusieurs paramètres. Donc, la structure grammaticale qu'on a devant soi n'est que le résultat, n'est qu'un moyen d'interprétation du sens. Il faut tenir compte d'autres paramètres extra-linguistiques. On dirait, je reviendrai là, sur l'énéiste. En fait, Chomsky, ce qu'il avait comme vision, en fait, il disait que le bébé, quand il naît, a déjà une structure linguistique dans la tête, mais qui va s'activer différemment, j'imagine, selon la culture dans laquelle le bébé naît, là. Mais il y a quelque chose qui est inné.
C'était ça là, que moi j'avais compris de Chomsky, là. Et c'est sûr que lui, il s'appuyait plus sur la structure aussi, la structure de la phrase, là. En fait, Chomsky, l'approche de Chomsky est syntaxocentrique, c'est-à-dire qu'elle est fixée sur la syntaxe. Quand je parle d'inéisme, Chomsky démontre que le bébé, lorsque l'être humain naît, il a déjà un cerveau paramétré pour recevoir le langage. Mais C'est ça. Chomsky semble oublier un détail, c'est que, et c'est ce que les théoriciens comme François Rastier lui reprochent, c'est que Chomsky a voulu emprisonner l'étude de la syntaxe sur le plan purement formel en faisant abstraction des échanges sociaux, c'est-à-dire du discours en situation. Voilà pourquoi Fillmore va introduire la sémantique des cas. Parce que, comme je l'ai dit, Fillmore s'est aperçu que la grammaire des cas n'était pas suffisante parce que les cas étaient contextualisés et dépendaient du matériel lexical récurrent, c'est-à-dire que du contexte de l'environnement textuel. Alors, Fillmore va développer la sémantique des cadres en s'appuyant en faisant un tour du côté de l'extra-linguistique. C'est-à-dire, Fillmore associe et l'extra-linguistique et l'intralinguistique. Or, dans l'approche de Chomsky, Chomsky se focalise uniquement sur l'intralinguistique, c'est-à-dire sur la syntaxe, en estimant que voilà, le sens n'est pas obligatoire. Ce qui nous intéresse, ce sont les structures. Voilà pourquoi Fillmore va révolutionner cette façon de croire en introduisant la sémantique des cadres, qui est une sémantique basée sur les concepts et les idées. Donc, on ne peut pas étudier la grammaire uniquement sur le plan formel. Et c'est ça le problème qu'on a. Parce que lorsque vous regardez les travaux de Cafford, Cafford a fait une analyse formelle axée sur le distributionnalisme. Or, on sait que le distributionnalisme de Bloomfield, au départ, était purement formel. Il faisait abstraction de l'extra-linguistique. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que lorsqu'on parle de grammaire, lorsqu'on parle de la gestion du sens ne doit pas se focaliser uniquement sur la syntaxe. Elle doit puiser dans l'extra-linguistique et dans l'intra-linguistique, c'est-à-dire le contexte, l'environnement linguistique du texte, et puis les paramètres comme la pragmatique, quelque chose que Chomsky a purement écarté dans sa théorie. Je vois que dans notre chat, François a mis un lien. François, tu as mis un lien sur pour nous informer de Explique-moi la sémantique. Alors, tu nous encourages à aller cliquer sur ce lien-là, si on veut en savoir un petit peu plus. Je suis allé voir, j'ai voulu savoir c'était quoi les cas de Fillmore, là, parce on en parle. Alors là, j'ai vu que c'était des cas qui, finalement, ça décrit ce qui se passe dans la phrase, ça décrit l'histoire de la phrase, ça décrit l'action. C'est pas des notions grammaticales, si j'ai bien compris, ça dit qui fait quoi. Et puis là, je commence à comprendre là, le système de Fillmore. Je connaissais pas Importance. ça, je connaissais rien à ça. J'ai pas de maîtrise en traductologie, là. Vous autres, vous avez, Ah, c'est même pas étudié en traductologie, François, c'est purement linguistique, c'est dans le domaine de la linguistique. À l'époque, la traductologie n'existait pas de toute façon. je viens de Alors, comprendre ce que c'est. Je suis allé voir sur Perplexity, puis j'ai demandé, explique-moi les cas de Fillmore, puis il m'a expliqué. merci beaucoup, François. Je trouve que c'est une belle façon de simplifier effectivement cette approche-là dans un langage euh, moins hermétique. Thomas et moi, on est plus habitués dans les affaires plus compliquées. Oui, je trouve que c'est ça, que c'est l'histoire c'est une histoire, puis après ça, l'histoire, on rajoute plusieurs phrases ensemble. Alors là, on fait une histoire plus grande, ce qu'on appelle le fil conducteur, et puis c'est ça, là. Donc effectivement, pour revenir à ce que tu dis, Thomas, donc on parle d'objectifs. Il y a aussi dans ton livre, tu parles de situation, de contexte, de vouloir dire, de contenant, de contenu. Est-ce que c'est toutes des notions qui sont intégrées dans la théorie inférentielle ou idéale?
ce sont les notions qui s'intègrent parfaitement dans la théorie inférentielle et il faut retenir que, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, la théorie inférentielle s'appuie sur plusieurs disciplines sémantiques. Comme nous parlons aujourd'hui de la sémantique des cas de Fillmore, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de situation, contexte, idées et tout ça, la théorie inférentielle s'appuie sur ce que David Premack et Guy Woodruff appellent la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est quoi? C'est la capacité c'est la capacité à montrer que autrui a des intentions, des émotions et des désirs. Alors, dans le cas de la sémantique interprétative, lorsqu'on interprète un texte, il faut comprendre que on interprète ce qui est dit et on interprète ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a toujours un piège. Ce qu'on dit n'est pas toujours ce qu'on veut dire. Voilà pourquoi il y a le contexte et il y a la situation. Et Fillmore, dans sa théorie des cadres, dans sa sémantique des cadres, va vous parler de la mémoire sémantique, c'est-à-dire de semantic memory. Alors, la mémoire sémantique chez Fillmore, c'est quoi? C'est cette mémoire-là qui est la mémoire du sens situationnel et contextuel, c'est-à-dire la mémoire conceptuelle. Parce que l'énonciation, comme je l'ai dit, l'énonciation, il est circonstancielle. L'énonciation, elle est circonstancielle, elle est contextuelle, elle est situationnelle. Alors, lorsqu'on analyse l'énoncé, on ne s'appuie pas uniquement sur des cadres, on ne s'appuie pas uniquement sur des fonctions grammaticales, on s'appuie sur des rôles sémantiques. C'est ce que Fillmore démontre. Voilà pourquoi il faut comprendre que dans la théorie inférentielle, nous allons nous appuyer sur la structure que nous avons et vérifier si cette structure est en osmose avec la structure profonde du point de vue, pas du point de vue de Chomsky, mais du point de vue de Fillmore. C'est-à-dire que qui fait quoi et pourquoi. Alors, lorsqu'on traduit, le traducteur n'est pas obligé de recopier la structure, c'est-à-dire les positions ou alors les fonctions grammaticales. Le plus important, c'est de déterminer d'abord les cadres qui sont activés, déterminer les rôles sémantiques, vérifier que le cadre qui est activé dans le texte de départ est transférable dans le texte d'arrivée. On parlera de transférabilité des cadres. Si je vous donne un exemple comme the source fed the journalist with false information. The source fed the journalist with false information. Dans cette phrase, vous avez dans la structure source, vous avez fed the journalist with false information. Quel est le cadre qui est activé? C'est l'acte nutritif. Mais lorsque le traducteur va faire, si vous faites la traduction structurelle, vous aurez la source a nourri le journaliste de fausses informations. Sauf que lorsque vous dites la source a nourri le journaliste de fausses informations, nourrir quelqu'un de fausses informations n'est pas idiomatique. C'est ce que Fillmore appelle prototype, c'est-à-dire le cas paradigmatique. Parce que cette expression ne correspond pas. Donc, il faut changer de cadre. Il faut vérifier si ce cadre est applicable dans la langue d'arrivée. Or, qu'est-ce qu'il faut comprendre par... Ça, c'est des connaissances. Ouais. Oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre par the source fed the journalist with false information? C'est pas un cadre, c'est pas le cadre nutritif, c'est pas une question de nourrir. Alors que c'est ça qui est dans le texte de départ. Dans le texte d'arrivée, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut comprendre que c'est le cadre de désinformation qui est activé. Donc, c'est la désinformation qu'on va traduire. Voilà pourquoi il faut comprendre que la traduction, elle est idéale. On dira donc, la source a distillé de fausses informations aux journalistes. Parce que là, nous partons de la traduction structurelle qui s'appuie uniquement sur la structure de surface pour la traduction idéale qui s'appuie sur les concepts parce que faire the journalist with false information n'est pas un cadre nutritif, mais plutôt un acte de désinformation. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. OK. Alors, à ce moment-là, tu parles déjà de mémoire. Je trouve ça très intéressant parce que c'est là, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, qu'il y a un problème pour les traducteurs. Parce que là, tu parles que le traducteur, il faut qu'il identifie le cadre, comme tu le dis. C'est pas manger, mais c'est plutôt donner, de diffuser l'information. Tu parles de distiller. Donc, le traducteur il y a une mémoire de travail comme un ordinateur. Il travaille ça dans sa mémoire de travail. Et il va puiser de l'information dans sa mémoire à long terme. Si on donne tout, alors là, je te pose la question, Thomas, là, tu parles de l'être humain, de sa façon de fonctionner. Si on donne tout sous forme de sortie machine, ChatGPT ou de la post-édition,
est-ce que ce même processus-là de réflexion dont tu parles, le traducteur va être encore capable de le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, là, de paresse ou de Oui, mauvaise c'est un information? danger. C'est un danger. Si vous me permettez d'utiliser le terme, si vous me permettez d'utiliser le terme neurotraductologie, je vais parler de neurotraductologie. Alors, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement du cerveau humain, c'est que les informations passent par les aires perceptives et visuelles. Alors, une fois les informations arrivent au cerveau, une fois que les informations arrivent au cerveau, ces informations, en ce qui concerne le cerveau humain dispose des aires spécifiques pour le langage. Il y a ce qu'ils appellent les aires, que les neuropsychologues appellent les aires de Wernicke, qui sont responsables du lexique, c'est-à-dire que c'est là où le lexique est stocké. Et puis, il y a les aires de Broca qui sont responsables du traitement de l'information, c'est-à-dire du traitement du langage. Alors, ces deux aires communiquent entre elles et donnent naissance à ce que nous appelons mémoire de travail. La mémoire de travail qui est ici un espace comme un établi où le menuisier travaille. C'est-à-dire que c'est là où le menuisier rabote ses planches et en fait, c'est comme la cuisine. C'est la cuisine interprétative du traducteur. Alors, lorsque vous utilisez la traduction humaine, vous faites appel aux aires de Wernicke et aux aires de Broca qui donnent lieu à la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, c'est là où a lieu l'inférence parce que vous traitez l'information et il faut comprendre qu'il y a une différence entre interprétation et inférence. L'interprétation, c'est l'assignation des significations aux unités linguistiques, alors que l'inférence, c'est le choix d'une signification attribuée à une structure linguistique. Alors, dans votre Et mémoire là, de travail, excuse-moi Thomas, là, juste pour pas qu'on perde trop notre monde, là, on va chercher, le traducteur va chercher beaucoup d'informations dans sa mémoire à long terme. Et plus le traducteur est expérimenté, plus sa mémoire à long terme a été nourrie par toutes sortes de traductions, plus il est capable de faire d'inférences. C'est un peu ça. excellent, excellent ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que j'étais en train d'expliquer que les aires de Broca et les aires de Wernicke et les aires de Broca, qui sont des zones cérébrales, nourrissent donc la mémoire de travail. Et c'est la cuisine interprétative du traducteur. Lorsque le traducteur travaille, lorsqu'il fait de la traduction humaine, il développe un certain espace qu'on appelle un espace mental qu'on appelle mémoire de travail. Et cette mémoire de travail alimente donc sa mémoire à long terme. Et cette mémoire à long terme va créer une autre mémoire, ce que Endel Tulving, l'estonien, appelle la mémoire épisodique, qui est la mémoire des souvenirs. Ce qui fait que lorsque vous faites la traduction humaine, vous, non seulement vous enrichissez votre mémoire de travail, mais aussi vous développez votre mémoire à long terme. Et il faut comprendre que la mémoire de travail et la mémoire à long terme travaillent en collaboration. C'est-à-dire que la mémoire à long terme, la mémoire de travail ravitaille la mémoire à long terme et la mémoire à long terme ravitaille la mémoire de travail lorsqu'elle est confrontée à des difficultés. Alors, toute personne qui pratique la traduction humaine enrichit sa mémoire à long terme et peut faire de la traduction en mettant de côté les dictionnaires. Tout dépend du type de texte que la personne a devant elle. Mais alors, lorsque vous vous retrouvez avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, vous renoncez à votre mémoire de travail, vous subissez ce que je pourrais, excusez-moi le terme, ce que je pourrais appeler, vous subissez un endormissement cognitif. Et votre seule mémoire de travail maintenant, ce sont les sorties machines qui vous exposent au biais d'amorçage et d'ancrage. Ça veut dire que vous avez renoncé à la réflexion, vous avez renoncé à votre cuisine interprétative pour vous fier à l'intelligence artificielle et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui parce que lorsque vous voyez que les clients font de plus en plus confiance à l'intelligence artificielle, c'est que les clients s'aperçoivent que lorsqu'ils vous donnent le travail, il y a certains traducteurs qui vous remettent la post-édition telle qu'elle a été produite par la machine et le client se retrouve en train de se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai donc fait? Je n'aurais pas dû payer ce traducteur parce que moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur des post-éditions où le traducteur vous valide une post-édition qui n'est pas acceptable. Ça veut dire que il est en quelque sorte en train de subir l'endormissement cognitif, alors qu'en réalité, il devrait manifester une certaine flexibilité cognitive. C'est ça. En fait, l'image que j'utilise dans certaines présentations, quand on est en mode post-édition, on sait que la post-édition pour un traducteur,
va prendre plus de temps que de traduire à partir de zéro, souvent, et qu'on est moins payé. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, le fait de travailler, mettons, dans l'environnement Trados ou MemoQ avec des segments post-édition qui nous sont proposés, ça fait comme si on recevait un tas de textos. Or, on sait que la première chose qu'on doit faire, c'est mettre notre téléphone de côté puis pas de le fermer pendant qu'on traduit. Mais là, on reçoit un texto, un texto, un texto. Je compare. Alors là, ça nous, justement, notre réflexion n'a pas le temps de s'installer non plus. Et puis, c'est vraiment très mauvais, à mon avis. Moi aussi, je suis d'accord avec toi de travailler de cette façon-là avec la post-édition et l'intelligence artificielle. Oui, comme je disais, lorsque vous faites de la post-édition, lorsque vous travaillez beaucoup avec l'intelligence artificielle a tendance à vous appauvrir. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que celui qui travaille avec l'intelligence artificielle, si on lui prive de cette intelligence, il ne pourra pas traduire. Et c'est ça le problème. Le traducteur devrait développer sa mémoire de travail et sa mémoire à long terme. Tant que ce travail n'est pas fait, vous allez vous fier aux sorties machines qui vont vous endormir sur le plan cognitif et vous tuer ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive, c'est quoi? C'est cette capacité à s'adapter, à passer d'une activité à une autre. En ce qui concerne les langues, par exemple, c'est la capacité à gérer plusieurs langues au même moment. C'est-à-dire que quand je suis dans la langue A, il y a un nombre de règles et un nombre de structures que je dois connaître. Quand je pars dans la langue B, je dois également connaître ça. Donc, lorsque vous faites de la traduction humaine, vous développez la flexibilité cognitive et vous êtes capable de bien traduire. Mais lorsque vous faites de la traduction, que ce soit la post-édition ou bien lorsque vous appuyez sur l'intelligence artificielle pour traduire, vous êtes en train d'endormir votre intelligence et ça ne vous aide pas parce que vous êtes soumis au biais d'amorçage et au biais d'ancrage et cela ne développe pas le volet humain de la traduction. Effectivement. Donc, c'est un danger qui nous guette et qui nous est imposé par la façon dont souvent les cabinets ou les bureaux de traduction nous donnent le travail, ils nous imposent cette façon-là de travailler. Donc, il y a ça. Je voulais revenir aussi à la situation parce que toi, tu parles beaucoup là, de mettre en contexte, de savoir dans quel contexte situationnel la traduction se fait pour pouvoir comprendre. Moi, je parlais dans ma thèse, j'utilisais ce qui s'appelle le modèle situationnel et c'est qu'on construit aussi une situation pendant qu'on traduit. On voit l'histoire. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre traduction, on fait l'histoire de chaque phrase, comme François le disait. On fait l'histoire de chaque paragraphe aussi. Et en même temps, on puise dans notre mémoire à long terme, puis on construit une situation qui est peut-être pas objective, là, qui dépend de notre connaissance du domaine, mais on a ça aussi. Là. Moi, en tout cas, c'est un peu ce que je voyais. Toi, tu parles beaucoup plus de façon objective. Là. Moi, je parle plus par rapport à ce que le lecteur ou le traducteur comprend du texte. Le traducteur, comme je l'ai dit, il faut comprendre que la traduction est contextuelle. Elle est contextuelle. Genre, je ne trouve pas une grande différence entre ce que vous dites, entre ce que vous préconisez et ce que je dis parce que la traduction, elle est contextuelle, elle est situationnelle. Voilà pourquoi, s'il faut se référer à la terminologie de Fillmore, il parle de mémoire sémantique, qui est la mémoire du sens situationnel. Il faut comprendre que le sens est situationnel. Et c'est la difficulté avec l'intelligence artificielle. Parce que si on vous prenons un exemple simple, on dit the door open, the door open. Bon, si vous soumettez cette phrase à ChatGPT, elle va vous dire la porte s'est ouverte. Mais tout dépend du contexte. Parce que the door open peut bien signifier que quelqu'un a ouvert la porte ou alors la porte, on a forcé la porte. Quand on parle de cambriolage, c'est comme vous dites par exemple, he can't breathe. He can't breathe. On va vous sortir, l'intelligence artificielle va vous traduire par il ne peut pas respirer. Mais est-ce qu'on a demandé dans quelle situation on a dit he can't breathe? Si c'est qu'il est asthmatique, ça veut dire qu'il est asthmatique. Si c'est que c'est dans un sport de combat, on va dire il est à bout de souffle. Si c'est que c'est une victime politique, on va dire il est muselé, c'est un opposant qui est muselé. Donc,
votre modèle situationnel s'intègre parfaitement à la théorie inférentielle, parce que la théorie inférentielle démontre que la situation, démontre d'abord que l'énonciation, elle est contextuelle, et la traduction qui découle de l'énonciation est contextuelle et situationnelle. Ce n'est pas un modèle de langage comme l'IA vous propose, vous traduit sur la base de sa science statistique. Ce n'est pas ça. C'est qu'il faut que l'humain s'asseye et interprète selon la situation. Voilà pourquoi Fillmore parle de mémoire situation, de mémoire sémantique qui est la mémoire du sens en situation. Et comme je l'ai dit, plus vous travaillez, plus vous développez votre mémoire de travail, plus vous développez la flexibilité cognitive, mais plus vous vous soumettez à l'intelligence artificielle, plus vous avez les chances qu'elle érode, c'est-à-dire qu'elle appauvrisse votre mémoire de travail et vous restez ancré dans les biais d'amorçage et d'ancrage, et ce qui produit des traductions structurelles qui sont parfois inacceptables. Alors, conséquence qu'on voit dans d'autres domaines, est-ce que le traducteur qui va travailler toujours en post-édition va créer une dépendance à l'égard de la post-édition, il sera plus capable de réfléchir, un peu comme on voit dans d'autres domaines où les gens sont dépendants de leur téléphone cellulaire. Est-ce que ça pourrait amener jusque-là? Tout dépend du traducteur qui travaille avec la post-édition. Si c'est un traducteur expérimenté qui fait de la post-édition et qui fait aussi des traductions humaines, ce traducteur va s'en sortir. Mais si vous soumettez les étudiants à la post-édition, à l'intelligence artificielle, vous êtes déjà sûr que vous êtes en train de tuer la discipline, parce que une fois que ces étudiants n'auront pas accès à l'intelligence artificielle, ils ne pourront jamais traduire, parce que ils auront toujours, ils se fient aux sorties machines et ils ne peuvent pas traduire. Voilà pourquoi tout dépend du traducteur. Et c'est le moment que nous devons interpeller les tradopédagogues pour qu'ils comprennent que même si on ne peut pas cacher l'intelligence artificielle aux étudiants, il ne faut pas soumettre les étudiants à l'intelligence artificielle. Il ne faut pas apprendre aux étudiants à traduire avec l'intelligence artificielle ou alors à gérer les sorties machines. Parce que lorsque vous gérez les sorties machines, lorsque vous soumettez lorsque vous montrez, vous donnez la post-édition aux étudiants, c'est de la révision que vous faites. Or, Jean Darbenet, dans son article La traduction raisonnée, je rappelle ici que la traduction raisonnée que Jean Darbenet avait écrit, l'article qu'il avait écrit en 1969 sur la traduction raisonnée, c'est sur cet article que s'est appuyé Jean Delisle pour produire sa traduction raisonnée en hommage à Jean Darbenet. Alors, qu'est-ce que Jean Darbenet dit? Jean Darbenet estime que, en fait, la bonne traduction est celle-là qui rend le sens de la langue de départ par les moyens de la langue d'arrivée. Or, beaucoup de traducteurs sont encore soumis à la tyrannie de la forme. Pourquoi? Vous voyez que Jean Darbenet, à ce moment-là, il n'y avait pas encore trop ChatGPT. Mais Jean Darbenet constatait déjà que les gens étaient soumis à la forme, c'est-à-dire aux structures. Mais avec l'intelligence artificielle, lorsque vous soumettez encore les gens à la traduction automatique, vous multipliez les effets d'amorçage et d'ancrage, et vous êtes sûr que vous ne formez pas les traducteurs, mais vous formez en fait, c'est un élargissement de l'intelligence artificielle qui ne va pas servir les humains lorsque cette intelligence artificielle ne sera pas à la disposition de ces humains. Donc, on a vu le côté sombre, on vient de voir le côté sombre de l'intelligence artificielle pour les traducteurs, on vient de le présenter de façon assez élaborée. Est-ce qu'il n'y a pas un côté lumineux de l'intelligence artificielle? Parce que on sait que les traducteurs peuvent pas tout savoir toute la terminologie, avoir toutes les connaissances du monde entier. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle nous aide dans cette perspective-là? L'intelligence artificielle, pour être plus clair avec vous, l'intelligence artificielle aide les traducteurs expérimentés. Et je dirais que même ces traducteurs expérimentés doivent encore mettre à jour leurs compétences en sémantique, parce que la sémantique est la base. Lorsque vous êtes suffisamment outillé en termes de ressources sémantiques, vous allez mieux tirer parti de l'intelligence artificielle, parce que je ne la rejette pas. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il faut qu'elle soit utilisée par des experts, par des gens qui connaissent déjà de la traduction humaine. Et là, vous pouvez donc chercher la terminologie et peut-être mieux gérer les sorties machines. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment outillé, vous ne pourrez rien faire. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas un danger pour un traducteur expérimenté, à condition que ce traducteur ne renonce pas
a sa mémoire sémantique, à condition que ce traducteur comprenne que sache utiliser l'intelligence artificielle. Ça veut dire que vous pouvez demander à ChatGPT de vous chercher un verbe expressif. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer un concept juridique. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous reformuler une phrase que vous avez déjà faite. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque vous n'avez même pas les ressources, ou bien on vous a exposé au départ, on vous a montré que ChatGPT était votre dernier recours, vous ne pourrez rien faire parce que 0 fois 0 égale 0, mais 2 fois 1 égale 2, 2 fois 3 égale 6. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. Donc, ce qui est important, c'est d'entrer du jeu à l'université, d'amener les étudiants à développer leurs compétences en traduction. Mais hier, je parlais avec Donald Barabé, je l'ai rencontré, puis j'avais la même discussion qu'on a un peu, toi et moi, là. Et puis, lui, il dit que de toute façon, les étudiants, quand ils sortent du bac, ils ne sont pas fonctionnels. C'est un peu comme dans tous les bacs, que ce soit en droit, les bacs, nous, ce que vous appelez les licences, là, le programme. Donc, il faut que les bureaux de traduction, les cabinets de traduction prennent en charge les nouveaux arrivants sur le marché de la traduction. Et il déplore, Monsieur Barabé, qu'on est un des domaines où les cabinets, les bureaux font le moins attention à la relève. À la différence du domaine du droit, où les finissants, les diplômés, les gens fraîchement diplômés sont pris en charge par les cabinets d'avocats et on leur fait attention. C'est la même chose en comptabilité. Mais nous, on ne fait pas beaucoup attention à nous. Alors, moi-même, dans ma carrière qui est assez longue, j'ai remarqué que ça prenait à peu près 3 ans à pas un diplôme, non, un diplômé avant de devenir autonome. 3 ans avec de l'encadrement, là. Et c'est très rare, là, que les cabinets voulaient faire ça. Et après ça, là, le traducteur devenait ce que je calcule expérimenté. Pourquoi ça prend 3 ans? Ben, c'est tout à l'heure, tu as parlé de l'aire de Wernicke, l'aire de Broca, la mémoire de travail qui doit se constituer, qui doit se brancher avec la mémoire à long terme. Ben, ça prend toutes ces connexions nerveuses-là, ça se fait pas en un mois, là. Ça prend 3 ans avec beaucoup de rétroaction de professionnels de la traduction. Alors, malheureusement, on n'est pas dans un milieu favorable à ça. Ça fait que ça, c'est ça. Puis les cabinets ont tendance justement à donner de la post-édition pour pas avoir à former mettre trop de temps dans la formation des traducteurs. Non, Donc, il ne revient pas au cabinet de former les traducteurs. Les cabinets devraient oui, non, là, je t'arrête. Non, pas la base. Mais une fois qu'ils ont leurs 3 ans de bac ou de licence, ils sont pas capables de partir là, comme ça. Là, ils sont pas autonomes. Parce qu'il y a trop de choses à voir, il y a tous les domaines de spécialisation et tout ça. Quand tu arrives dans un cabinet, souvent les cabinets ont des gros clients dont les textes appartiennent à différents domaines de spécialisation. Ils veulent rentabiliser ça. Alors, ça prend du temps, là. Donc, il faut que le cabinet forme aussi sur ses outils parce que le cabinet, souvent, va concevoir ses propres outils, soit qu'il achète des outils comme MemoQ, Trados, ça, l'université peut s'en occuper, les sensibiliser. Mais j'ai travaillé, entre autres, chez Lionbridge, ben, ils avaient Trados, ils avaient MemoQ, mais ils avaient leur propre système à eux, là. Alors, j'ai travaillé chez Oxo, j'ai travaillé chez Coop Edgar. Chacun avait son système informatique. Donc, c'est au cabinet qui conçoit son propre système informatique de former le traducteur. Et puis ça se fait pas en un mois, là. C'est ça aussi la difficulté. Non, la difficulté, je ne pense pas qu'il y a la difficulté. Peut-être sur le plan logistique, peut-être vous êtes en train de signaler que les nouveaux arrivants ne savent pas encore, ne sont pas encore en mesure d'utiliser les outils informatiques, les outils C'est d'aide à la ça. traduction. Oui. Exactement. Oui. Non, là-bas, là n'est pas un problème parce que on peut apprendre à utiliser ces outils, mais il faut d'abord que la base soit bien faite. Le problème, il n'y a pas de relation entre les outils et le niveau. Le problème que nous soulevons, c'est celui du niveau.
Et il faut avoir un bon niveau. Et vous avez souligné un aspect là important qui est la spécialisation. La spécialisation n'a pas de problème. On se spécialise en développant sa mémoire de travail. Ça veut dire que c'est le client, et là, il y va de la responsabilité du client. C'est le client qui vous donne les textes. En fonction des textes que le client vous donne, vous devenez spécialiste de ces textes-là. Ça veut dire que si vous traduisez beaucoup plus pour les pharmacies, vous devenez comme un pharmacien et vous vous familiarisez à cette terminologie-là. Donc, on n'a pas forcément besoin de former les traducteurs par rapport à la spécialisation. On peut quand même les initier à l'usage des outils informatiques, mais la base, c'est qu'il faut que ces traducteurs soient bien formés. Et c'est là où nous interpellons une fois de plus les écoles de traduction et nous déconseillons la traduction automatique dans les écoles de traduction. OK, donc si je comprends bien, ton propos, c'est que la base, si le traducteur est bien formé à l'université, les étapes subséquentes après l'obtention de son diplôme vont se passer beaucoup mieux. C'est ça, là, que Oui, tu es en train de dire. OK, je comprends. effectivement, effectivement. Si vous êtes bien formé, vous pouvez, En vous pouvez traduction, là, on parle en oui, oui, traduction. oui. Mhm. Si vous êtes bien formé en traduction, parce qu'il faut comprendre que la traduction est une activité interdisciplinaire, mais elle est à la base linguistique. Voilà pourquoi lorsqu'on forme les traducteurs, il faut d'abord former les élèves par rapport au volet sémantique, parce que la traduction porte sur le sens. Lorsqu'on parle de message, c'est pourquoi je parle de traduction idéale contre traduction structurelle. Si les étudiants ne sont pas formés, ne sont pas suffisamment formés dans la traduction idéale, c'est-à-dire dans la formation de la construction et la récolte du sens, la formation a échoué. C'est là la base. Il faut insister sur le volet sémantique de la pédagogie de la traduction. Une fois que cela est fait, vous pouvez maintenant vous spécialiser lorsque vous êtes déjà sur le terrain, parce que si vous traduisez avec les juristes, vous travaillez avec les avocats, vous allez vous familiariser à leur vocabulaire. Et là, comme vous avez d'abord une bonne assise sémantique, vous allez ajouter à cette assise sémantique le cadre institutionnel, c'est-à-dire la terminologie juridique. Et puis, vous pourrez maintenant utiliser n'importe quel outil et savoir que si on me donne la post-édition, je peux maintenant bien gérer la post-édition. C'est ça qu'il est question. Mais si vous n'êtes pas bien formé, si on a juste bâclé, ou alors on n'a même pas insisté sur l'aspect sémantique, c'est-à-dire la récolte, comment encoder, comment décoder, comment déconstruire le sens, ça veut dire que la formation n'a pas réussi et l'intelligence artificielle ne pourra pas nous aider parce qu'il n'y aura pas de différence entre l'intelligence artificielle seule et le traducteur, et le traducteur qui traduit en utilisant cette intelligence artificielle. Aussi, ce que tu disais aussi je pense, dans le deuxième volet qu'on a fait ensemble, c'est important de renforcer, de continuer, même quand on est sur le marché de la traduction depuis plusieurs années, de continuer à renforcer nos compétences en sémantique. C'est toujours on a la base, mais il faut pas se dire que tout est gagné, là. Après ça, il faut l'entretenir. Oui, il faut l'entretenir. Je pourrais dire que la petite recherche que j'ai faite peut aider les traducteurs parce que ma recherche, j'ai décidé de faire cette recherche parce que j'ai constaté que les théories qui m'ont précédé n'ont pas été suffisamment reconnaissantes envers la sémantique. Ça, c'est Mhm. beaucoup plus les aspects structurels qui ont été évoqués. Même lorsque vous prenez la théorie interprétative qui est plus utilisée, c'est un cours magistral. C'est un cours magistral qui n'aide pas forcément, qui n'aide pas véritablement les étudiants parce que c'est des concepts, on vous parle de déverbalisation, mais on ne vous explique pas exactement comment déverbaliser, comment récolter le sens en contexte. Parce qu'il faut comprendre que la sémantique, c'est une discipline très large. Voilà pourquoi je pourrais conseiller, je pourrais recommander mon livre au traducteur parce que j'ai essayé de m'appuyer sur plusieurs disciplines sémantiques pour démontrer ce qu'est réellement l'interprétation. Parce que si vous ne faites pas une bonne interprétation, vous ne pouvez pas traduire. Parce que On tout parle d'interprétation, d'abord, un donc interprète. compréhension et non pas d'interprétation simultanée. Là, on parle une interprétation, une bonne compréhension de la phrase à traduire. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes
Tout traducteur est un interprète. C'est ça qu'il faut d'abord comprendre. Parce que même si vous n'avez pas été formé pour faire l'interprétation simultanée ou consécutive, tout traducteur est un interprète parce que lorsque vous pratiquez la traduction humaine, vous faites de l'interprétation en monologue interne. Ça veut dire que lorsque vous lisez une phrase, vous l'interprétez. Il y a même certains collègues, lorsqu'on était à l'école, bon, il y a certains collègues, lorsqu'il traduit, il est en train de, il parle à basse voix. Donc, c'est de l'interprétation qu'il fait. C'est de l'interprétation, c'est-à-dire qu'il interprète d'abord en monologue intérieur avant d'actualiser la traduction. Voilà pourquoi il faut donner toutes les ressources au traducteur pour qu'il comprenne ce qu'est l'interprétation, à quel moment interpréter, pourquoi interpréter et comment récolter, comment concilier ce qu'on dit et ce qu'on veut dire. Parce que si on insiste seulement sur ce qu'on dit, on a plus de chances de faire fausse route. Voilà pourquoi dans ma théorie inférentielle, je parle de traduction idéale, c'est-à-dire une traduction qui s'appuie, qui cherche à concilier le dit et le vouloir dire. Donc, c'est le vouloir dire qu'on traduit en un mot. Pas toujours facile. Ça, c'est Denka Seleskovic et Marianne Lederer qui parlaient de ces concepts-là parce qu'elles enseignaient l'interprétation à l'époque, là. Alors, c'est pas toujours facile. Et les interprètes aussi, ils ont des informations qu'on n'a pas, nous, les traducteurs. Ils ont le locuteur ou le conférencier, la conférencière devant eux, donc ils ont le langage du corps aussi. C'est que nous, on n'a pas, on perd ça, là, ce côté-là. Vous comprenez donc pourquoi je dénonce l'exposition des étudiants à l'intelligence artificielle. Parce que lorsque vous exposez les débutants à l'intelligence, à la traduction automatique, à ChatGPT, comment vous allez faire pour les interprètes? Comment vous allez faire? Ça, puisque l'interprète, il est vrai que les interprètes parfois reçoivent des documents à la veille, mais il y a des situations où vous n'avez pas, où l'interprète ne reçoit pas ces documents, il fait de la traduction, il fait de l'interprétation. En fait, l'interprétation même, c'est quoi? C'est la traduction simultanée en oral. Mais si vous n'avez donc pas les ressources cognitives, si vous n'avez pas cette flexibilité cognitive de pouvoir vous adapter d'un système à un autre, vous ne pourrez pas traduire. Et si vous avez été habitué aux sorties machines, comme vous n'aurez donc pas la machine devant vous, vous aurez un individu. Si vous ne comprenez pas que l'énonciation est circonstancielle et que lorsqu'on analyse le sens, on tient compte des paramètres extra-linguistiques, vous ne pourrez pas interpréter. Et il faut comprendre que l'interprétation, elle est, comme je l'ai dit, c'est aussi la traduction et c'est le sens qu'on récolte. Et le sens est une donnée qui se lit, qui s'interprète. Voilà pourquoi un théoricien comme François Racé parle de parcours interprétatif et que le sens, on parle de sémantique du discours. Et donc, c'est une sémantique situationnelle. Si vous n'êtes pas habitué à faire ce genre d'exercice, si vous avez été habitué à vous appuyer sur des pré-traductions, vous ne pourrez jamais faire l'interprétation parce que l'interprétation demande plus d'efforts cognitifs parce que vous devez être capable de comprendre rapidement et de reformuler. Voilà pourquoi je parle de flexibilité cognitive. Parce que Oui. la flexibilité cognitive s'appuie sur trois piliers, à savoir l'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est-à-dire que je peux partir d'un système de règles à un autre et toujours me concentrer, j'adapte le message. Il y a le désengagement, c'est-à-dire que le fait que je ne suive pas les biais, c'est-à-dire le fait que je ne suive pas la logique du texte de départ, et il y a la créativité. Et tout cela n'est possible que si nous avons une mémoire de travail et une mémoire à long terme assez fournie. Oui, et d'ailleurs, on sait que les interprètes en cabine ne peuvent pas, tellement que ça demande d'efforts. Normalement, ils travaillent 30 minutes, ils sont en équipe, puis ils font des segments de 30 minutes parce que c'est très exigeant là, comme effort cognitif, là, tout ça. Et puis ils sont habitués, là, c'est des gens d'expérience. Nous, on n'a pas, on a le papier qui nous aide, là, ou l'ordinateur, là, on a quand même un support, mais eux, ils n'ont que leurs oreilles. Alors, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant. Oui, c'est beaucoup plus exigeant. Voilà pourquoi ils doivent beaucoup travailler sur le La matériel. préparation, oui, Oui, oui. oui, sur le sens, la récolte du sens, la Et oui, puis compréhension et souvent, l'interprétation. ils vont étudier dans les jours qui précèdent leur mission. En Europe, on parle de mission. Je pense qu'on parle de mission aussi dans le cas des interprètes ici.
Ils vont étudier, ils vont acquérir des connaissances dans les jours qui précèdent pour pouvoir y avoir accès. Ils vont les rentrer dans leur mémoire à long terme pour y avoir accès quand ils vont être en cabine, pour que ça puisse s'en aller dans la mémoire de travail et puis que ça avance, là. Ils peuvent pas arriver comme ça. La seule chose que les interprètes font qui se ressemble beaucoup à ce qu'on fait, nous, les traducteurs, ils font de la traduction à vue, notamment dans le juridique. S'il y a un témoignage qui arrive à la dernière minute, eh bien, on va remettre à l'interprète le texte papier et on va lui demander de faire l'interprétation. C'est ce qui est le plus proche de ce que nous, on fait les traducteurs, là. Ouais, vous Mais, comprenez donc pourquoi autant l'interprète doit beaucoup travailler ses compétences linguistiques, autant le traducteur devrait aussi apprendre à faire de la traduction humaine. Parce que si vous ne faites pas de la traduction humaine, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous voyez que l'interprète, certes, c'est difficile, la charge cognitive, elle est importante, mais c'est une question d'habitude. L'interprète travaille, c'est son métier, il connaît comment situer le sens, il développe, donc il a une mémoire à long terme assez fournie et c'est pourquoi il est vraiment flexible. Et c'est là l'enjeu. Parce que même lorsque les adeptes des prompts, les adeptes qui formulent les prompts pour l'IA, c'est là où ils n'ont rien à nous proposer parce que je ne sais pas s'ils sont capables de nous démontrer que en interprétation simultanée, il va falloir faire d'abord des prompts et demander à ChatGPT, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, j'ai une partie de la réponse. J'ai fait justement, j'ai travaillé avec l'analyse propositionnelle qui s'appelle maintenant, on parle plus d'analyse propositionnelle, on parle de graphe de connaissances. Alors, il s'agit de demander, de ficeler une prompt, une requête, en lui demandant de prendre le texte de départ. Là, je parle de traduction, je parle pas d'interprétation, par exemple. oui, Et de faire les graphes de connaissances ou l'analyse propositionnelle, donc déjà de générer les cas de Fillmore. Donc, on a déjà, et après, on peut lui demander de faire une traduction dans ChatGPT. Donc, déjà, on va avoir de meilleurs résultats que si on demande à ChatGPT tout de go de partir une traduction. Mais il faut bien entraîner notre GPT personnel. Ben, moi, je travaille avec un GPT personnalisé pour pas aller chercher toutes sortes de choses dans le chat GPT public, là. Alors, c'est important d'avoir un GPT personnalisé bien entraîné qui est capable de générer les cas de Fillmore. J'ajoute aussi, parce qu'on parle beaucoup de modèles situationnels, de situation depuis quelques minutes, là. Donc, je rajoute aussi, je lui demande de générer le modèle situationnel. Alors, c'est sûr que c'est moi je suis une traductrice d'expérience, là. C'est sûr que je dirais pas ça à quelqu'un qui commence, là, qui sort de l'université, mais je suis capable de voir que le modèle situationnel qu'il génère a du bon sens ou a pas de bon sens. Alors, ça me repose l'esprit parce que c'est aussi toute une question d'énergie, hein. Alors, quand il me génère le modèle situationnel, ben déjà, je peux le peaufiner et je peux le laisser dans mon GPT personnalisé. Je vais avoir encore une meilleure traduction ou une meilleure révision parce qu'à partir de ça, je peux faire la même chose avec le texte. J'ai le texte en anglais avec l'analyse propositionnelle, le texte à réviser avec l'analyse propositionnelle, et je peux voir au niveau de la grammaire de Code Fillmore parce qu'il faut que les deux structures profondes correspondent l'une avec l'autre. Alors là, je vais aller chercher des fautes, plus des fautes de sens profond, là. Mais ça ne veut pas dire que c'est parfait, là. Il faut avoir de l'expérience. Je donnerai pas ça à quelqu'un qui commence. il faut avoir l'expérience pour formuler des prompts. Il faut avoir Oui, l'expérience. et Parce pour que, voir les erreurs parce qu'il n'est pas parfait, avec la prompt, il va formuler des erreurs aussi, des hallucinations. Mais c'est là que mon oui, expérience de traductrice que j'ai acquise au moment où il n'y avait pas d'intelligence artificielle, puis pas de mémoire de traduction, puis après ça, tout ça, peut m'aider à profiter au maximum de l'intelligence artificielle. oui, c'est ce que Mhm. j'étais en train de dire. Exactement. Oui. Oui, vous pouvez formuler des prompts si vous-même vous avez des ressources pour formuler ces prompts et si vous êtes un bon juge. Parce que si vous prenez un juge de karaté, vous lui demandez d'aller arbitrer un match de football, vous êtes sûr il ne va pas bien arbitrer. Donc, il faut avoir des ressources
Et vous pouvez formuler vos prompts lorsque vous avez l'expérience et être capable de juger de la pertinence et de, comment, comme je peux dire, la transférabilité de votre message. Parce que si vous soumettez ces prompts à ChatGPT, votre ChatGPT, et que vous les validez automatiquement, il y a problème. Parce qu'il faut toujours retenir que la traduction, elle est situationnelle, elle est contextuelle. Donc, il faut formuler les prompts en fonction de la situation qu'on a. Et si on a des difficultés, parce qu'il y a un autre problème, c'est que l'intelligence artificielle, contrairement à ce que nous pensons, c'est un exercice chronophage, c'est-à-dire un exercice qui prend assez de temps lorsqu'il faut formuler des prompts. Parce que vous allez formuler des prompts et vous aurez trois versions. Exactement. C'est Et vous ça. aurez trois versions. Vous allez commencer à analyser les trois versions. Et vous, il faudra peut-être même encore modifier les trois versions. Mais est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement demander à ChatGPT de vous expliquer un terme que vous ne comprenez pas, une expression que vous ne comprenez pas, et vous asseoir vous-même pour faire la traduction? Vous Et allez vous rendre là, compte que je te dirais, Thomas, à mon avis, il y a pas eu d'études là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment un gain dans certains cas à élaborer des prompts? Est-ce que c'est pas plus rapide ou même aussi rapide? Parce que là, on parle aussi des dommages que ça cause au cerveau. Alors, est-ce que c'est pas mieux, même si c'est la même rapidité, là, l'être humain puis l'intelligence artificielle, ben c'est l'être humain qu'il faut favoriser parce que c'est lui qui est traducteur, traductrice. Parce que sinon, il devient dépendant de l'intelligence artificielle. C'est pas juste la logique parce que là, comment je pourrais dire, on nuit aux ressources de notre marché, hein, on nuit aux ressources humaines. je pense que il faut Donc, il va falloir sensibiliser les avoir clients. des données là, scientifiques à un moment Oui, oui. donné, là. Il faut d'abord sensibiliser les clients, leur faire comprendre que lorsque vous investissez dans la communication, vous voulez le résultat. Et c'est ma responsabilité qui est engagée. C'est vrai que nous cherchons le Aussi. travail, mais je ne vais pas bâcler le travail parce que vous n'allez pas donner, vous n'allez pas confier une tâche à un maçon et lui demander de travailler avec un sac de ciment là où il doit utiliser trois sacs de ciment. Il va vous dire que ce n'est pas possible ou alors lui ne peut pas faire. Et je pense que le traducteur devrait se respecter et discipliner le client pour lui faire comprendre que votre tâche-là, même si j'utilise l'intelligence artificielle, il faut beaucoup de temps parce qu'il faut juger. Même si vous avez fait de la post-édition, même si vous m'avez soumis la post-édition à réviser, il faut beaucoup de temps parce que cette post-édition n'est pas fiable. Même si vous me demandez de travailler sur la base des prompts, il faut un dernier jugement et il faut du temps. Mais lorsque vous voulez faire tout dans la vitesse, dans la précipitation, c'est ma responsabilité qui est engagée. Et s'il y a échec, on va dire que c'est le traducteur qui a mal traduit. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu d'études là-dessus, mais je pense que tout dépend du contexte. Je suis un théoricien du contexte. Je pense que tout dépend du contexte. Si vous pensez que le texte est compliqué et qu'il faut s'appuyer sur des prompts, avec votre expérience, vous utilisez vos prompts et vous travaillez sur la base de ce que l'intelligence artificielle va vous donner, sans oublier que la traduction, elle est contextuelle et qu'il y a des données extra-linguistiques dont il faut tenir compte pour traiter le sens. C'est ça, effectivement. Et aussi, ce que je trouve intéressant avec les prompts ou encore l'intelligence artificielle, c'est d'aller chercher de l'information très, très récente qu'on n'a même pas, qui est même pas encore consignée là, dans des revues, parce que encore là, ça demande quelqu'un d'expérience qui va être capable de juger de la qualité de l'information récente. C'est sûr, là, on revient toujours à Non, ça. non, Mais on a plus accès. Mm. le problème, c'est que l'intelligence artificielle vous donne des informations, je peux dire des informations superficielles. Parce que elle ne peut pas, si vous demandez à Gemini ou Claude AI ou à ChatGPT de vous donner la source, c'est-à-dire de vous citer un auteur, de vous donner la citation avec la page, je ne suis pas sûr que ChatGPT ou Gemini va faire cela. Donc, c'est des connaissances. Non, je pense, ils vont te donner le site web où tu peux consulter une citation, par exemple. Mais toi, Oui, tu parles de l'ouvrage papier ou la version numérisée d'un livre. oui. Non. Faire une bibliographie avec ChatGPT, non, je pense qu'il faudrait Donc, que j'aille à la bibliothèque. ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il ne faut pas penser il faut pas penser que l'IA est devenue la ressource indispensable au point où on ne doit plus utiliser les méthodes classiques de recherche. Non, il faut utiliser l'IA
pour développer ses compétences. Et il faut avoir d'abord quelque chose à la base. Parce que j'ai dit 0 fois 0 égale 0. Mais si vous faites 5 fois 2 égale 10. Donc, c'est comme C'est ça. ça, Si vous avez c'est déjà une ça. intelligence qui est déjà, si vous avez une certaine assise intellectuelle, vous allez ajouter, c'est-à-dire vous pourrez même juger de la pertinence de ce que l'intelligence artificielle vous donne. Mais si vous n'avez rien, vous n'aurez rien du tout. Voilà pourquoi il faut faire attention aux prompts qu'on formule. Il faut savoir, et le problème aussi avec les prompts, c'est que lorsque vous avez un texte de 1000 mots, si vous soumettez tout ce texte à l'intelligence artificielle, vous allez faire comment? Si vous lui demandez de vous traduire ça en 3 versions, vous ne voyez pas que ça va vous prendre trop de temps de comparer les 3 versions de 1000 mots. Je ne suis pas sûr qu'il va traduire les 1000 mots parce que Mais il attends un a petit peu, Thomas, pourquoi tu parles de 3 versions? Pourquoi tu parles? Moi, je fais jamais ça, 3 versions. non, je dis, Pourquoi? il y a des prompts, il y a des adeptes des prompts comme François Couture qui est en train de Ah nous oui, oui, mais regarder. François, il fait des... François, corrige-moi si je me trompe, là. Toi, tu proposes, par exemple, pour une phrase donnée, une première version, tu la regardes, tu en demandes une deuxième ou tu demandes d'entrée de jeu 3 versions une après l'autre? Comment tu procèdes? Premièrement, je traduis pas 1000 mots pour OK. commencer, là. OK, comment Alors, tu traduire 1000 fonctionnes mots alors? d'un coup, là, ça, je vais le dire en anglais, c'est greedy, là. C'est trop. Moi, je traduis des paragraphes. Et puis, je suis en conversation avec l'IA. Je ne suis pas en post-édition, là. Post-édition, il n'y a pas de conversation. Tu ne peux pas demander à l'IA de refaire ou tu ne peux pas lui donner des indications. Tu ne peux rien faire de ça, là. Alors, moi, j'ai des prompts, j'ai plusieurs prompts. Mais une manière dont j'aime travailler, c'est je traduis un paragraphe à la fois, pas une phrase, un paragraphe. Et puis, j'ai 3 versions. La première directe, parce que selon Vinet d'Arbelnet, on doit d'abord envisager la traduction directe. Et c'est que quand la traduction directe ne marche pas, qu'on doit envisager des processus indirects. Donc, j'ai ma traduction indirecte, directe, pardon. Pour Direct, le petit oui. traducteur angoissé qui a peur d'avoir oublié une virgule, là, ben là, il a sa belle traduction littérale, là, il l'a. Puis ensuite, 2 autres versions, mieux digérées, plus fluides, plus idiomatiques. Puis là, j'ai une série de principes stylistiques que j'ai pas inventés, que j'ai récoltés, Que tu donnes à que ton je GPT donne en prompt. personnalisé. Alors, il me fait OK. 2 autres versions. Alors, j'ai tout de suite 3 versions. Et puis, on voit l'évolution je peux vous en envoyer sur le chat, là, vous allez voir à Oui, quoi mais ça si tu en ressemble. as, je pense que Et tout puis, le tu monde peux aimerait voir voir ça. l'évolution de la traduction. Souvent, la troisième version ou la deuxième sont les meilleures là, parce que euh, elles sont plus digérées. Alors, c'est ça. Mais là, Juste une question, François. Donc, tu y vas par, mettons qu'on prend l'exemple de Thomas 1000 mots dans lequel il y a 4 paragraphes. Tu commences par le premier paragraphe de cette façon-là. Et puis là, ton GPT garde en mémoire ce que tu as fait pour le premier paragraphe. Puis, il en tient compte pour le deuxième, là. et on tient compte le Puis le deuxième. troisième, il Par compte exemple, les si deux j'ai dit premiers. le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Maclean, a déclaré à la presse aujourd'hui que blablabla. Bla, bla, bla. Eh Mhm. bien, si dans le paragraphe suivant, on me dit en anglais Maclean, il va se souvenir que c'est un monsieur. Il va dire Monsieur Maclean. Ou il va même dire le gouverneur. Il va se souvenir que c'est le gouverneur. Tu Alors, n'auras si pas je suis d'erreur de OK, parce que dans la en post-édition conversation avec standard. une mémoire contextuelle, l'IA a 3 mémoires. On a dit que l'humain en avait 2, l'IA en a 3. Il y a la fenêtre de contexte, qui est la conversation en cours. Il y a sa mémoire d'entraînement, c'est-à-dire tout le corpus d'informations avec lequel on l'a entraîné. Puis troisièmement, il y a le RAG, le Retrieval, c'est une banque de documents vectorisés. Alors moi, j'ai mes mémoires de traduction, sont toutes vectorisées, mes glossaires sont toutes vectorisés. Alors, il peut aussi aller consulter des informations. On pourrait ajouter, il y en a une quatrième, avec Perplexity, il peut même aller faire des recherches terminologiques. Alors, c'est ça, c'est pas de la post-édition, là. De la Non, post-édition, non, c'est non, non. de la Mais finauté. au point de vue François, excuse-moi, je t'arrête parce que là, le temps file. Est-ce que tu trouves que tu as un gain, là, tu as un gain, ça c'est sûr, point de vue qualité. Est-ce qu'au point de vue temps, parce que le temps, c'est de l'argent hein, dans notre domaine, est-ce que tu trouves que
Ça te et en permet d'aller plus qualité et en vite, quantité. aussi vite, t'es moins fatigué. C'est quoi les avantages pour toi, être humain, C'est là? moins fatigant, ça va plus vite, puis ça fait un meilleur travail. Donc, Parce tu fais que plus d'argent. 25 principes stylistiques, là, il n'y a pas un humain qui est capable d'appliquer 25 principes stylistiques en même temps. Non. En principe, là, il faudrait que tu relises ton texte 25 fois pour seulement surveiller un principe à la fois, là. C'est très lourd. Le cerveau humain a des limites. Mhm. Ben On oui, doit c'est tout pas pour faire rien avec comme 13 watts d'énergie. On a 13 watts d'énergie à dépenser, puis on économise notre énergie. C'est pour ça qu'en créativité, on est souvent bloqué, parce qu'on va à la réponse la plus évidente. En traduction, c'est la traduction littérale. Puis une fois qu'on a fait notre petit brouillon, qui est un peu littéral, là on est très attaché parce qu'on a mis des heures là-dedans, là. Alors là, on est très attaché. On ne veut pas changer plus qu'un mot ou un synonyme ou un truc. Tandis qu'avec les propositions multiples que j'obtiens de l'IA, j'ai des restructurations de phrases, des restructurations profondes. Par exemple, si ma phrase commence par un long complément circonstanciel à antéposer, elle va ramener le sujet au début, puis elle va reporter le complément circonstanciel à la fin, ou elle va faire une phrase spéciale juste pour énoncer ce qu'il y a dans le complément circonstanciel, pour ensuite faire une phrase. Alors, elle fait des remaniements de structure que, qu'un qui traducteur demande beaucoup humain d'énergie à serait l'être humain. résistant à faire, serait Ouais, réticent ouais. à faire. Puis l'autre grosse difficulté qu'on a du passage de l'anglais au français, je ne sais pas si tu traduis essentiellement de l'anglais vers le français, j'imagine, François. Alors, c'est les fameuses tournures passives qui sont légion en anglais et le français préfère une tournure active. Alors là, Ça, c'est encore... Non, il y a beaucoup de tournures passives en français aussi. Là, les Ah oui, affirmations générales, là, les blanket statements à propos des langues, on dit oh, l'anglais est mauvais, le français est bon, l'anglais est concret, le français est... Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Euh, euh, mais les structures passives, l'IA va m'en proposer des formes actives, va les restructurer. Pas parfaitement, mais c'est là que c'est là que j'entre en scène. Alors, j'ai donné mes principes stylistiques à l'IA, puis je pourrais même lui donner le contexte. Si vous allez dans une application de traduction IA comme Lara Translate, je ne sais pas si vous dites Lara Translate, vous avez une fenêtre contexte où vous expliquez votre histoire, vous dites la situation, vous la dites situation l'histoire, dont on parle, donnez Thomas et le moi, le modèle texte. situationnel, ouais, c'est ça, Modèle OK. situationnel, c'est Mm. très abstrait quand vous dites ça, mais moi, je peux résumer ça à qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe. Alors, et puis, vous pouvez dire ça à l'IA, puis elle va traduire en conséquence. Puis Lara Translate va vous donner trois versions, une version fidèle, une version fluide, puis une version créative. Puis en plus, ça va faire une critique de la traduction. Si vous cliquez sur des phrases, il va proposer des changements des reformulations. Et puis, vous pouvez lui donner votre glossaire, vous pouvez lui donner votre mémoire. Tout ça, c'est de la traduction interactive, c'est de la traduction assistée. C'est en interaction, en dialogue entre deux intelligences. Ça n'a rien à voir avec la post-édition. La post-édition, c'est ridicule. On prend la première sortie machine. La première sortie machine n'est jamais bonne. Puis la première sortie humaine non plus. Parce que c'est la traduction la plus évidente. La Alors, structure, ouais, il faut aller au-delà. c'est ça. Alors, si vous êtes un humain puis que vous prenez votre premier brouillon, vous faites de la traduction automatique, ça, vous faites de la traduction automatique à la main. Parce que vous appliquez automatiquement la forme du texte source. Alors, autrement dit, il y a différentes manières d'utiliser l'IA. Il y a des manières stupides, puis il y a des manières intelligentes. Exactement. Mais Et toi, puis, François, t'es comme moi, t'as une longue, t'es expérimenté. Fait que ce que moi, je suis surtout j'entends, ton expérimenté, je ne suis pas formé. expérience, Ouais. t'es pas, non, mais je veux dire, t'as pas suivi de bac, t'as pas un bac, c'est ce que tu es en train de me dire là. Euh, J'ai un bac en mais communication, puis j'ai étudié tous les manuels de traduction parce qu'on me donnait des traductions. J'ai étudié les manuels, puis j'ai passé l'examen de l'ordre. d'accord. À Donc, l'examen de l'ordre, t'es 50% formé. des candidats échouaient, à cette époque-là en tout cas, puis pourtant étaient tous diplômés.
C'est ça, oui, je me rappelle de cette période-là. Effectivement, c'était effrayant le taux d'échec de gens qui sortaient C'était avec un une bac. examen ridicule. C'était deux petits textes de 250 mots, genre un petit article du Reader's Digest. Puis, Et j'avais tout, fini tout avant la se fin, jouait là. ça. En Puis, plus, oh puis, wow. puis, puis là-dessus, les gens butaient, puis la moitié la moitié de la classe jouait. Alors, je ne sais pas quoi en dire. L'enseignement, moi, je suis pas spécialiste en enseignement. Mais moi, en enseignement, je dirais que tu peux avoir l'IA, mais à ce moment-là, tu mets ton IA en mode didactique, c'est-à-dire que tu demandes à l'IA d'expliquer ce qu'elle fait. Puis tu demandes à l'IA de te poser des questions aussi, si elle ne comprend pas la situation, qu'elle te le demande. Alors, encore une fois, c'est l'IA conversationnelle, interactive, par opposition à la post-édition, qui est une application statique. En post-édition, tu traduis une fois, puis tu reformules rien, puis là, tu donnes ça à ton traducteur, puis en plus, tu lui coupes ça en phrases. Alors ça, t'es prisonnier du texte de départ, là, c'est ridicule comme principe. Moi, je travaille pas comme ça du tout. Alors toi, Thomas, qu'est-ce que tu aurais à dire justement par rapport à la formation? Puis hier, on a parlé avec Laurence qui disait qu'il faudrait, toi et moi, on a parlé avec Laurence qui disait qu'il faudrait intégrer plus de cours sur les outils d'aide à la traduction. Toi, tu es de l'autre côté, puis je trouve ça intéressant parce qu'on a un débat, là. Toi, tu es plus pour que on n'ait pas du tout d'outils, que le traducteur arrive, l'étudiant arrive en classe et puis apprenne à partir du début, là, de zéro. Oui, je vais d'abord dire un mot sur ce que François Coutu venait de dire. Mhm. La traduction, si Monsieur Coutu utilise les principes stylistiques, ces 25 principes stylistiques, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que la traduction ne repose pas sur les 25, sur ces 25 principes stylistiques. Ça, c'est le volet stylistique de la traduction. On n'est pas dans la traduction pour appliquer les 25 principes stylistiques. On est dans la traduction pour comprendre le message en situation et le restaurer selon les besoins communicationnels. Donc, c'est ça qu'il faut d'abord évacuer. Maintenant, les formulations que Coutu peut avoir avec son IA, elles sont excellentes. Elles peuvent être excellentes si et seulement si elles prennent conscience, elles prennent compte du volet contextuel de la traduction. Parce que j'ai l'impression que parler de stylistique, ça veut dire qu'on s'appuie sur une version qui est déjà là et c'est beaucoup plus structurel, c'est-à-dire structural. Or, mon principe, c'est que l'idée commande la forme. Il faut d'abord comprendre l'idée et lorsqu'on a cette idée, on peut donc la reformuler en fonction des besoins communicationnels de la langue d'arrivée. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas une application de principe stylistique, c'est d'abord une question de compréhension du message en contexte. OK, je C'est t'arrête, Thomas. Je t'arrête, Thomas. François, est-ce que tu as l'impression que ta façon de travailler te donne des idées? C'est intéressant ce qu'il dit, mais je pourrais donner un texte à ce moment-là, en commençant, tu pourrais donner ton texte complet à l'IA, puis dire quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe, puis là, tu pourrais la corriger si elle a mal interprété la situation, puis l'action. Et puis ensuite, tu pourrais lui redonner tes paragraphes un à un, mais là, elle aurait déjà correctement compris la situation et l'histoire, puis tu l'aurais corrigé si elle l'avait mal interprété. Donc, Alors, il y a toi, tout. tu dis, François, c'est de partir de la situation dans ta démarche là, avec l'IA, Ce que je viens l'espèce d'apprendre d'interaction. aujourd'hui, là, Oui. ce que je faisais déjà, là, mais que je vais dire en mots plus simples que vous, là, vous me pardonnerez. Non, non, Einstein non, disait non, que pardonne-nous d'avoir des mots compliqués. Einstein disait que si tu n'es pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est parce que tu ne l'as pas compris. Alors, moi, j'essaie d'expliquer à un enfant de 6 ans. À un OK. enfant de 6 ans, je dirais quelle est la situation, qu'est-ce qui se passe dans le texte, puis ensuite, j'irai avec la traduction. Donc, ça recouperait ce qu'il vient de dire Thomas. Mais tout ça, en conversation avec l'IA, tu peux l'avoir. En conversation,
pas en statique, là, de faire une sortie machine, puis ou demander, donner la phrase bang à ChatGPT avec aucun contexte, là, puis comprends-tu, Ben, en fait, ce qu'on appelle la traduction neuronale, là, c'est ça la Non, post-édition, non, neuronal, non? c'est autre chose, là. Vous êtes un peu confus dans vos notions d'IA, là. Vous parlez d'IA. C'est un être mythique, l'IA, pour vous autres, là. Mais il y a plus de distinctions que ça à faire. Traduction neuronale, j'en ai fait, j'en ai eu. J'ai des modèles de traduction neuronale. J'en ai bâti des modèles de traduction neuronale. La traduction neuronale, c'était un peu, c'était la dernière forme de traduction automatique qu'il y a eu. Oui. C'était une traduction qui rapprochait des mots, qui se rapprochait des autres, là, puis c'était déjà impressionnant, on était époustouflés, mais c'est dépassé maintenant, là. Hmm. C'était J'avais statistique, au- effectivement, là, ouais. c'était les... DeepL faisait de la traduction neuronale, puis là, aujourd'hui, on ne sait plus trop ce qu'ils font, là. Mais c'était de la traduction neuronale originalement. Traduire, c'était Neuronal, oui, avec Simon McDuff. J'ai travaillé beaucoup avec Simon McDuff, là. Malheureusement, il a disparu. Oh, François. Alors, pour répondre, pour revenir, je disais que François, il fait un excellent travail parce qu'il est un expérimenté, il peut s'en sortir. Mais il faudrait comprendre que la traduction n'est pas basée sur l'application de ces principes stylistiques. Les principes stylistiques de François Couture ne précèdent pas la traduction. C'est la traduction le texte qui nous dit ce que nous devons faire en fonction de ce que veut dire l'énonciateur. Cela étant dit, vous posez la question de savoir si on doit instaurer les outils d'IA, ou si on doit exposer les étudiants à ces outils. Ma réponse a toujours été claire, c'est qu'il ne faut pas exposer les étudiants à la traduction automatique. Il faut leur parler d'outils d'intelligence artificielle lorsqu'ils sont en fin de formation, parce qu'il faut d'abord qu'ils apprennent à traduire. Même s'ils partent le faire en cachette, même s'ils partent faire la traduction automatique en cachette, il faut d'abord les sensibiliser pour qu'ils fassent de la traduction humaine. Et peut-être à la fin de leur formation, maintenant les initier aux outils d'intelligence artificielle et leur montrer que vous pouvez exploiter ces outils de telle ou de telle manière, mais vous ne devez pas les utiliser comme outils d'aide, comme outils de traduction, parce que ces outils-là ne sont pas à 100% fiables. Ouais, alors donc, toi, tu es plus d'avis qu'il faudrait faire ça. Nous, le bac ou la licence dure 3 ans. Donc, si on regarde ça concrètement, ça voudrait dire durant la dernière année de bac. C'est Oui, ça? oui, oui, c'est durant on peut faire ça à la fin de la formation, commencer Mhm. donc à les initier aux outils de traduction, Par aux outils contre, de nous, le stage est obligatoire depuis 2025. Je parlais avec M. Barabé hier justement de ça. On était, semble-t-il, le dernier ordre professionnel où il n'y avait pas de stage obligatoire. Toutes les autres ordres, on a, je ne sais plus combien de dizaines d'ordres professionnels au Québec, mais on était les derniers, là. Et que là, c'est obligatoire. Donc, quand on parle de stage, ben, automatiquement, les étudiants vont être exposés à l'intelligence artificielle, à des outils d'aide à la traduction en milieu de travail. Donc, aussi, ça pourrait se faire à ce moment-là, durant le stage. Non, ça peut aussi se faire pendant le stage. Ça peut aussi se faire pendant le stage, si et seulement si, comme je l'ai dit au départ, on les a initiés à la traduction humaine. Mm. Il faut, il faut, Exactement. il faut insister sur ce volet-là, la traduction humaine. C'est bien, bien correct. Puis, on termine, un élément qu'on n'a pas abordé, c'était Lincoln qui nous nuit. Tu avais parlé de ça, Thomas, que Lincoln, étant donné qu'il ne vérifie pas ceux qui s'affichent traducteurs sur LinkedIn s'ils ont vraiment les compétences. Ben, il y a toutes sortes de gens qui se présentent comme des traducteurs et qui coupent les prix, etc., etc. Donc, toi, tu préconisais que LinkedIn resserre les critères pour Oui, protéger c'est pas notre seulement profession. LinkedIn. C'est pas seulement LinkedIn. Toutes les plateformes de traduction professionnelle comme Proscom, comme Translator Café, Oui. Translator LinkedIn, ils devraient réglementer leur accès. C'est-à-dire que pour créer un profil LinkedIn ou sur Translator Café ou Proscom, vous devez être capable de soumettre peut-être votre attestation, votre diplôme de traducteur. Cela va un peu filtrer, ça va un peu assainir le domaine parce que l'industrie de traduction freelance est polluée par
certains individus qui n'ont pas cette compétence de traduire, qui travaillent avec ChatGPT et qui acceptent de travailler à 1 centime. Et Oui, cela, oui, oui. oui, ça nuit un peu à la profession. Donc, il faudrait que les plateformes réglementent un peu l'accès à leur accès. Par contre, des gens comme François qui n'a pas fait d'études en traduction, mais qui a une expérience extraordinaire, il faudrait qu'il y ait aussi un mécanisme pour permettre à des gens comme François, qui ont développé une expertise, un savoir-faire en traduction, de le faire valoir sur ces plateformes-là, pour pas être pénalisé, pour pas empêcher des gens Et comme François de travailler. oui, on peut demander une attestation, peut-être Mhm. une lettre de recommandation, ou Oui, de alors clients qui oui, oui, ou satisfait une ou Je suis des membre choses de comme l'ordre ça. depuis attestation. 30 ans. Je suis membre Oui. de l'ordre depuis 30 ans, puis je suis rentré avec des recommandations de clients, puis j'ai passé l'examen. C'est J'ai ça. lu tous les manuels, probablement que j'ai plus lu que la plupart Que la plupart des étudiants, oui. Alors, écoute, là. Et puis, je traduis depuis le secondaire 2. J'ai commencé à traduire dans mes cours de latin. C'est là que j'ai appris à traduire. Mon professeur s'appelait Jean Delisle, mais c'est pas le même. C'est pas le même? Et OK. puis, en tout cas, ça a l'air à marcher. Mon affaire, ou en tout cas, je me suis pas fait Ben, pogner j'en doute encore. même pas. C'est J'ai pour une ça qu'on veut clientèle pas. directe très, très fidèle. J'ai des clients depuis 30 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans. Et puis, c'est ça. Alors, ça, c'est ma Mais pratique. c'était Mais le même maintenant, problème. j'ai pas toutes les théories. Mais là, Non, c'est aujourd'hui, j'ai ça. appris des choses. Là. J'ai appris de la théorie. Mais je vais simplifier la situation. Là. Ce que j'ai retenu, c'est quelle est la situation et qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui est important. C'était le but de La l'épisode situation, quelle est d'aujourd'hui. l'histoire. Puis quand on parle d'histoire, on parle de sujet. On a un personnage, le sujet. On a une action. Alors, le sujet est très important dans ma stylistique. Le sujet doit apparaître tôt dans la phrase. Le sujet doit être l'auteur de l'action. Le sujet doit être, si possible, une personne, un être animé comme un organisme ou un objet concret ou Ah, on a perdu François, ça a gelé, l'image a gelé. Il va nous Oui, revenir. oui. Ah. Est-ce qu'il y a peut-être des participants qui ont des questions à poser? Non, Oui, je je pense que demandais, les gens. oui, est-ce qu'il y a des participants qui ont peut-être des questions à poser, Sylvie? Est-ce qu'il faut pas... J'ai personne. Il y a des interventions de François dans le clavardage, mais personne. Puis des pouces, mais des bravos, mais personne n'a fait de commentaires. Je sais pas s'il y en a qui en ont à faire là. Fait Ben, que- une rapidement, en ce qui me concerne, là, on parle de l'exposition des étudiants à l'IA. Est-ce qu'on sait actuellement quel est l'état de l'enseignement universitaire en traduction? Est-ce que les étudiants sont exposés à l'IA? Est-ce que c'est en première? Est-ce que c'est en deuxième? Qu'en est-il? Moi, d'après ce que je sais, c'est que ça s'en vient. C'est pas fait encore. Je tiens ça de Monsieur Donald Barabé que tu dois connaître, Brigitte, là, qui est dans l'OTIAC. C'est pas fait. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a plusieurs programmes de traduction qui ont fermé leurs portes. Mais donc ils sont même pas exposés. Ça fait dire c'est ça. Alors c'est grave. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Mais ça s'en vient, effectivement. J'ai parlé avec Jean Delisle, le Jean Delisle que nous connaissons tous en traduction il y a 2 ans. Jean Delisle, bien évidemment, il a pris sa retraite, là. Il est passé à d'autres choses, mais il était en fin de carrière quand je lui ai parlé. On était allé souper au restaurant, puis lui était d'avis qu'il fallait revoir complètement l'enseignement, puis c'était de revoir ça sous forme de révision de textes produits par une application quelconque, là, il a pas donné de nom, mais il était de cet avis-là. Mais lui-même était en fin de carrière et il n'entendait pas reprendre le flambeau puis pousser la chose. Alors, c'est ça. Oui, je vais ajouter que j'ai eu l'occasion de discuter avec Éric Poirier, qui Oui, est et pour qui va être notre invité bientôt, d'ailleurs, en passant. je crois Mm. il est professeur Trois-Rivières. à l'UQTR. Oui. Oui, nous avons un peu discuté sur sa méthode. Alors, dans sa méthode, il parle de bitexte.
Donc, lui, je pense que il est favorable à ce que les étudiants soient exposés aux études d'intelligence artificielle, c'est-à-dire, il leur propose des bitextes, il demande qu'on analyse et il voit des problèmes. En fait, ils identifient les problèmes et ils proposent des solutions. Mais il ne m'a pas expliqué clairement à quel moment cela est fait, à quel niveau, où c'est en début de formation ou à la fin. Donc, je pense que vous gagnerez. Je pense qu'il peut mieux vous dire à quel moment il instaure cela. C'est bien. Alors, c'est ça, il a accepté aujourd'hui. Je l'ai contacté hier et puis il m'a répondu et on va l'avoir bientôt autour du traducteur. Donc, je vous invite à vous joindre à nous à ce moment-là. Et en terminant, je vais faire une annonce qui n'a pas rapport avec, avec ce dont on parle aujourd'hui. Je suis en train de travailler en collaboration avec Patrice Dussault et Ingrid Leboulaire à la mise en place d'un programme de formation pour les traducteurs. C'est une collaboration entre le Canada et l'Union européenne. La formation existe déjà dans l'Union européenne. Nous allons former des traducteurs qui vont devenir des consultants. Nous allons former les traducteurs qui ont plein de compétences transversales, qui ont l'impression de ne savoir qu'une chose, traduire, mais qui ont développé beaucoup de compétences transversales qui vont leur permettre d'attirer généralement, ça va être des moyennes entreprises à venir s'installer au Québec. Donc, ces traducteurs-là vont être formés pour les diriger par rapport au statut de la langue française ici au Québec, les lois, les procédures douanières, parce qu'il n'y a plus de douane, vous le savez, en Union européenne depuis des années. Donc, il faut leur montrer comment faire, leur expliquer qu'il y a des pénalités si ça se fait pas. Il va y avoir la possibilité pour les traducteurs de les aider à localiser leur site web. Alors, en Union européenne, on a l'impression qu'il y a plein de langues, mais il y a beaucoup de pays qui font des affaires qu'en anglais, c'est-à-dire comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, les pays scandinaves. Donc, c'est des gens avec qui on peut travailler de l'anglais vers le français. Alors, restez à l'affût. C'est une formation qui va commencer. On a notre premier client vendredi. J'ai vu ça ce matin. C'est une primeur que je partage avec vous. On a la première personne qui va utiliser nos services pour développer ces compétences-là. Et puis, c'est ça, peut-être que ça pourra vous intéresser aussi. On ne prend pas pour l'instant de traducteurs de jeunes qui viennent de sortir de l'université. Je crois qu'on va prendre des candidats qui ont à peu près au minimum 5 à 6 ans d'expérience et plus pour commencer. Alors, je vous invite à suivre ça. Ben, merci beaucoup, Thomas, et merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous invite à suivre. Bon, il va y avoir l'enregistrement. Je vais vous informer quand ça va être sur Spotify et sur YouTube dans les jours qui viennent. Et puis, on continue. Il y aura d'autres balados. Monsieur Barabé s'en vient aussi au mois de mars. Alors, ça va être, c'est sans fin. Je ne sais pas quand ça va finir. C'est bien comme ça. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Merci Sylvie et merci à tous nos participants. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.